Aujourd'hui, je vous propose le second volet de la rencontre avec le philosophe français Gustave Thibon. Monsieur Thibon, lors de notre premier entretien, nous avons vu que, quoique philosophe, vous n'aimiez pas du tout l'esprit de système et que, également, vous déclarez que tous les systèmes philosophiques sont faux. J'entends tous les systèmes qui prétendent donner une réponse globale et totale aux problèmes que se pose l'homme. Compte tenu de ces deux données, on se demande quelle est votre conception du rôle du philosophe aujourd'hui. Eh bien, d'abord, je dirais que tous les systèmes sont faux en tant que système, oui, dans la mesure où ils se présentent comme une explication globale et définitive de l'univers. Mais dans tous les systèmes, il y a des intuitions, des points de repère qui sont vrais. Et c'est surtout à cela que j'attache d'importance. Ça veut dire qu'à vos yeux, le système contient certaines notions de vérité, mais que cette vérité dérape. Et évidemment, elle dérape dès qu'elle fait riche en système. Mais on a l'impression, nous, que la philosophie, justement, les assises de la philosophie, c'est l'esprit de système. Eh bien, malheureusement, notez bien qu'il faut tout de même un minimum de système qui permet de poser correctement les questions. Oui. Mais poser les questions, c'est déjà beaucoup. Quant à la réponse, elle est bien plus loin que nous, elle est dans le mystère. Je crois que la vraie philosophie n'est pas explication, elle est évocation dans le mystère qui nous dépasse. Les concepts ont une valeur réelle, mais ils ont une valeur indicative surtout, mais non pas une valeur compréhensive. Il faut philosopher avec toute son âme, comme disait Platon. Quand vous avez une flèche indicatrice qui vous dit que Montréal est à 40 km, par exemple, cette flèche indicatrice ne ment pas, mais elle ne contient pas Montréal, elle est une simple indication. Si elle disait que Montréal était à 60 km, elle serait plus fausse encore. Enfin, il faut bien distinguer entre la valeur indicative et la valeur compréhensive. Ça veut dire pour connaître Montréal, il faut y rentrer. Ça veut dire, si je vous ai bien compris, là, que le rôle de la philosophie n'est pas d'apporter des réponses à toutes les questions que l'homme peut se poser, mais bien de bien poser les questions. De poser très sérieusement les questions. Et la réponse, ensuite, on la trouve à l'intérieur de soi-même, par la vie intérieure. Vous voulez dire qu'on ne peut pas trouver la réponse par la démarche logique? La démarche strictement intellectuelle? Oh non, non. Platon disait une fois pour toutes qu'il faut aller à la philosophie de toute son âme, aller à la vérité de toute son âme. Il allait même bien plus loin. À la fin de sa vie, on avait publié à Athènes un traité qui élucidait les choses suprêmes, qui donnait des réponses définitives à tous les problèmes, et on avait attribué l'origine de ce traité à Platon. Et Platon a répondu très modestement, non, ce n'est pas moi qui suis l'auteur de ce traité, encore que, si ce traité était possible, eh bien c'est moi qui l'aurais le moins mal fait. Mais cela est impossible car, dit-il, aucun homme sérieux ne parle sérieusement des choses sérieuses. Et de la part de Platon, cela va extrêmement loin. Et alors, comment expliquez-vous la systématisation de la pensée de certains grands philosophes? Eh bien, parce que l'homme tend à l'esprit de système. Et puis, je trouve tout de même qu'il y a une part de schizophrénie. Je ne sais pas si je vous le disais la dernière fois, mais quand un homme comme Hegel, par exemple, qui est l'auteur du système le plus cohérent qui existe, qui est une œuvre d'ailleurs parfaitement géniale, comment pouvait-il se regarder dans son miroir en croyant tout de même que tout le mystère de l'univers et la réponse à tous les mystères, eh bien, c'était synthétisé dans l'esprit d'un professeur à l'université d'Iéna. Moi, j'aurais plutôt ri. Mais vous reconnaissez que son œuvre est géniale. Ah, mais parfaitement. Que son système, à l'intérieur de ses propres lois, oui, est très grand. Son système est parfaitement cohérent. C'est une très grande grille, mais aucune grille humaine ne peut épuiser l'univers. Vous venez de parler de Hegel, mais je vois par l'esprit qui se dégage de ce que vous dites que vous n'êtes pas du tout d'accord avec certaines philosophies à la mode et certains philosophes qui sont considérés philosophes importants actuellement. Oui. Bien, je pense que l'importance actuelle d'un philosophe ne prouve rien quant à sa valeur éternelle. Quand on voit d'ailleurs ce qui a été à la mode dans les siècles précédents, on devient extrêmement sceptique. Nous ne savons pas du tout ce que l'avenir dira. Peut-être des gens qui ne nous apparaissent pas aujourd'hui apparaîtront très grands dans un siècle et réciproquement les grandeurs actuelles seront oubliées. Je prends l'exemple de la poésie, par exemple. Dans mon enfance encore, le comte de Lille, José Maria de Heredia, Sully Prudhomme étaient considérés comme les plus hauts représentants de la poésie. Quand on parlait de Mallarmé et de Verlaine, eh bien, c'était peu de choses. Eh bien, Mallarmé et Verlaine sont au zénith. Qui se souvient encore de Sully Prudhomme? Et regardez comme les plus grands esprits peuvent être corrompus par l'actualité. Tolstoï, qui savait très bien le français, Tolstoï n'est pas rien, n'est-ce pas? C'est un homme immortel. Eh bien, Tolstoï, au début de la gloire de Mallarmé, disait « Mais quand les Français reviendront-ils aux vraies valeurs ?» Un poète comme Sully Prudhomme, par exemple. En somme, votre définition de la philosophie remonte aux sources étymologiques du mot même. Oui.
Et aux sources aussi de la pratique de la philosophie chez les Grecs, Oui. c'est la sagesse. Amour de la sagesse. La philosophie doit modifier quelque chose dans l'homme intérieur. Il ne suffit pas de combiner des concepts, il faut encore changer d'âme. Et cela, je crois, est extrêmement important, parce que la plupart du temps, les philosophes oublient totalement, n'est-ce pas? Ils se comportent comme des spécialistes, mais vraiment, quand on assiste à un congrès de philosophie, où s'affrontent, par exemple, les philosophes du désespoir, qui nous montrent toute l'absurdité, toute la monstruosité de la vie, et les philosophes de l'espérance, qui nous montrent les avenues radieuses qui sont ouvertes à l'esprit humain et à l'âme humaine, eh bien, ce n'est pas au bout de leur nez qu'on peut les distinguer, je vous prie de le croire. Les philosophes du désespoir n'ont pas l'air tellement au bord du suicide. Et les philosophes de l'espérance n'ont pas l'air d'être soulevés par une espérance si ailée que cela. Et quand ils se retrouvent au niveau de leurs préoccupations quotidiennes, de leurs succès, de leurs échecs, du tirage de leurs livres, de leurs congrès. Enfin, on les distingue très peu. Eh bien, c'est cela tout de même qui est extrêmement grave. S'il m'est permis de vous dire un mot, à la suite d'un congrès de philosophie, dans lequel on avait beaucoup parlé, et fort intelligemment d'ailleurs, des rapports entre la vérité et le bien. Et on m'a demandé de conclure. Alors j'ai répondu, messieurs, nous avons parlé très intelligemment de la vérité et du bien, mais lequel de nous sortira meilleur de ce colloque, c'est-à-dire plus amoureux de la vérité et du bien, et plus prêt, à la limite, à offrir sa vie pour la vérité et pour le bien? On m'a regardé en souriant, très poliment, mais enfin, j'ai l'impression que si on m'avait noté, j'aurais obtenu la mauvaise note réservée aux élèves qui traitent les sujets hors de question. Pourtant, il me semblait que j'étais dans le centre même de la question, car si la philosophie ne change pas l'homme, à quoi sert-elle? Et c'est alors le cas de répéter avec Pascal, toute la philosophie ne vaut pas une heure de peine. En somme, la sagesse, ce n'est pas la spécialisation, au contraire. La sagesse, elle est universelle par nature, la sagesse. Essayez donc d'approfondir un peu cette notion de sagesse qui est la vôtre. Eh bien, la sagesse, peut-être la meilleure définition qu'on pourrait donner de la sagesse, elle n'est pas de moi, mais je ne sais plus quel est l'auteur, c'est l'art de distinguer l'essentiel de l'accessoire. C'est l'art de sacrifier les choses inférieures, les choses contingentes aux choses supérieures. C'est l'art d'évoluer vers l'éternel. Et au fond, on revient à l'éternel mot de Socrate, la sagesse est l'apprentissage de la mort. Non pas de la mort comme néant, car si la mort était néant, on n'aurait pas besoin d'apprentissage. Gabriel Marcel le souhaitait, lui aussi, de réhabiliter le bon sens, ce qu'il appelle le bon sens. Je crois que vous le rejoignez. Exactement. Et revenir aux valeurs essentielles, aux valeurs élémentaires, et ensuite aux valeurs éternelles, apprentissage de la mort, c'est-à-dire apprentissage des valeurs que la mort ne nous enlèvera pas, parce qu'elles sont au-dessus du temps et de l'espace. Vous avez un livre qui illustre bien, je crois, votre conception de la sagesse et quel doit être l'engagement du philosophe, de celui qui réfléchit, justement, dans un contexte de sagesse, à la réalité et à ses fins dernières. Votre livre s'intitule « L'équilibre et l'harmonie », un de vos nombreux livres. Et il y a la notion d'équilibre et d'harmonie qui ne vient pas en confrontation, mais peut-être qui se complète. Qui se complète. Au fond, il faudrait donner des définitions exactes. Oui. L'équilibre, d'après la physique, d'après le dictionnaire, c'est l'état de deux corps ou de deux forces qui s'annulent réciproquement. Comme deux poids égaux dans les plateaux d'une balance se font équilibre. L'équilibre, donc, porte sur la quantité. Il porte sur la force, en tant que force brutale. Tandis que l'harmonie, la meilleure définition de l'harmonie, c'est l'état d'éléments divers, qualitativement divers, qui convergent vers un but commun. Par exemple, deux poids dans les plateaux d'une balance se font harmonie, mais plusieurs notes, eh bien, dans une mélodie, dans la musique, sont différentes et se complètent et produisent l'harmonie. Ce qui est tout différent. C'est qualitatif alors, ce n'est plus quantitatif. Et voyez-vous, il y a une chose très remarquable, le mal peut entrer en composition dans l'équilibre. Le mal ne peut jamais rentrer en composition dans l'harmonie. Le langage courant est très beau là-dessus. Pascal, quelque part, dit méchamment que la vertu humaine, trop humaine, est un équilibre de vices. Eh bien, il ne s'agit pas de la vraie vertu. Et on parle couramment de l'équilibre de la terreur. Et c'est très vrai. Les deux blocs ont des forces à peu près équivalentes qui se neutralisent et on n'ose pas attaquer. Mais qui oserait parler de l'harmonie de la terreur? Tandis que vous, c'est la notion d'harmonie que vous retenez. La notion d'harmonie avant tout. L'harmonie qui implique avant tout l'inégalité et la convergence des inégalités. Et cela, je crois, s'oppose à l'esprit égalitaire qui domine notre époque. Justement, vous parlez dans ce livre, je crois, ou dans un autre, je ne me souviens plus lequel, de la névrose égalitaire de notre époque,
qui produit des déséquilibres en chaîne. Mais... Donc, pour vous, ça veut dire que l'égalitarisme, c'est quelque chose de très négatif dans le comportement de la société? Absolument. À moins que, évidemment, il faut qu'il y ait égalité là où les choses sont égales. Alors là, je répéterai le mot de Nietzsche, aux égaux l'égalité, aux inégaux l'inégalité. Je pense que pour le même travail, par exemple, accompli dans les mêmes conditions, on doit le même salaire à un homme qu'à une femme, si la femme fait aussi bien le travail, n'est-ce pas, ou à une femme qu'à un homme, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais dès qu'il y a différence qualitative, eh bien à ce moment-là, il y a inégalité. Et l'inégalité est excellente, elle est partout dans la création. On a beau être ennemi de l'égalité, on l'est encore moins que Dieu, on l'est encore moins que le Créateur qui a bâti le monde sur l'inégalité. Alors on revient au mot d'Aristote, il n'y a pas de pire injustice que de traiter également des choses inégales. Aristote était élitiste, et vous aussi. Et je suis tout à fait élitiste, dans l'intérêt des plus humbles d'ailleurs. Car si on décapite les élites, eh bien les humbles et les faibles n'ont plus leur protecteur naturel, et la société dégénère très vite dans l'anonymat et le parasitisme. C'est une utopie de croire qu'on peut rehausser toute la masse, toute la société, à un certain niveau qui est considéré actuellement comme un niveau d'élite. Mais alors on fait une moyenne, mais on ne peut pas avoir une généralisation des élites. On peut exaucer le niveau de la masse, mais en gardant l'inégalité. Et ceux qui exaucent le niveau de la masse sont supérieurs à la masse par définition. L'important, c'est surtout de ventiler les masses et de faire qu'il n'y ait pas de masse, précisément. Qu'on vive dans une société où chaque homme est un visage et une âme pour son prochain. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ventiler les masses? Bien créer de petits groupes, détruire l'anonymat au maximum, faire que les hommes se reconnaissent. Et pour qu'ils se reconnaissent, il faut qu'ils ne se ressemblent pas, il faut qu'ils se complètent. Nous vivons dans un monde où les hommes, à force de se ressembler, finissent par ne plus se reconnaître. Vous êtes extrêmement critique, justement, de notre époque, de notre société. Quelle est la chose principale, quelle est l'erreur ou le péché principal de notre société actuelle, à vos yeux? Eh bien, nous venons de parler de l'égalitarisme, et je crois que c'est extrêmement vrai. C'est de croire, eh bien, qu'on peut agir sur la masse en tant que masse. Je crois que les masses doivent être, je disais, ventilées, mais doivent être aérées. Quand on me parle, par exemple, de la volonté des masses ou de l'idéal des masses, je n'y crois pas du tout. Cela me paraît extrêmement massif, pour employer le même mot, et brandir une massue redoutable pour ce qui nous reste d'intelligence et de sentiment. Je crois que ce qui est capital aujourd'hui, c'est de démassifier au maximum. Vous croyez à chaque individu qui forme cette masse, mais vous ne croyez pas à la masse? Je ne crois pas en la masse, je crois aux individus et je crois aux groupes organiques qui peuvent exister à l'intérieur de la masse, mais qui ne sont pas la masse elle-même, les familles, les groupes, les amitiés, les villages, à l'intérieur des villes, les quartiers, les entreprises, dans la mesure où il règne un esprit communautaire dans les entreprises, aux communautés naturelles en quelque sorte, et non pas la communauté abstraite, où selon le mot de Victor Hugo, l'homme enregistré vit et meurt sous une équerre. Le pied doit s'emboîter dans le niveau. Le pas doit, avant de s'ouvrir, consulter le compas. Chacun doit à son heure entrer à l'atelier. Chacun a son cadran, chacun a sa banquette. L'homme dans un casier avec une étiquette. Écoutez, 100 ans à l'avance, les poètes sont prophètes, n'est-ce pas? Eh bien, c'est de cela que j'ai horreur, et c'est cela, je crois, le vice principal de notre société, la massification et l'anonymat. Dans ce sens-là, vous rejoignez, n'est-ce pas, les tenants de la contre-culture, ceux qu'on appelle les tenants de la contre-culture. Bien, je ne sais pas quelles sont les pensées de tous les tenants de la contre-culture, mais si la culture est uniquement une culture de masse, eh bien, je me sens tout à fait anti-culture au nom de la vraie culture. La question de la médecine vous a beaucoup intéressé. Vous avez écrit un livre en collaboration, je crois, sur la question de la médecine et de la santé. Oui. Il faut que je vous dise que je suis un médecin manqué. Et dans ma jeunesse, j'avais vraiment la vocation médicale, mais une part de pauvreté, une part de paresse, une part d'éloignement des universités font que cette vocation n'a pas pu être suivie. Mais je suis resté médecin dans le fond du cœur. J'ai fait quelques petites études médicales à titre d'assistant avec le professeur Lermite, il y a extrêmement longtemps, en psychiatrie, et je suis resté très, très attaché à la médecine. Attaché à la médecine, mais non pas aux médecins. Hein? Vous êtes assez critique. Cela dépend des médecins, oui, mais je suis critique contre les modes en médecine. Comme lesquelles? Toutes les modes en tant que modes. Oui. Quand on voit à quel point les modes ont pu se succéder, alors là, vraiment, on a un scepticisme qui n'en finit plus. J'ai connu encore l'époque de Mechnikov, n'est-ce pas? Les parents de mon ami Simone Veil, à ne pas confondre avec la ministresse française, n'est-ce pas, la mystique et l'héroïne, n'est-ce pas? Et son père était médecin.
Il a eu même Mesnikov, qui était le grand ennemi des microbes, de la petite bête. C'était l'époque pasteurienne, qui a été témoin à son mariage. Et il était resté très imprégné de cet esprit-là. Quand Simone Weil tombait son béret dans la poussière, on faisait désinfecter son béret. Je vois encore le docteur Weil me dire, quand je suçais un jour une petite plante que j'avais cueillie, je la mettais là sur les dents machinalement, il m'a dit, malheureux, vous avalez des microbes, n'est-ce pas? C'était la terreur, la stérilisation. Mesnikov, c'était la mode à l'époque, demandait qu'on stérilise tous les aliments, surtout qu'on ne mange pas de salade, parce que c'était la fin de tout. Après, il y a eu la découverte des vitamines. Alors à ce moment-là, il fallait manger tout cru. J'ai connu des gens qui vivaient uniquement de produits crus, ce qui n'a pas donné de meilleurs résultats, et ainsi de suite. Enfin, je vous cite un exemple entre mille, mais maintenant la mode est aux antibiotiques, la mode qui commence à faire des ravages, alors on commence à revenir en arrière, vous savez. Alors il y a tout de même une sagesse médicale qui devrait dominer les modes médicales, une sagesse éternelle. Hippocrate, qui fut un grand médecin, dont les principes restent toujours valables, disait que quand le médecin devient philosophe, il est semblable à un dieu, car il tient les deux bouts de la chaîne. Mais les philosophes sont rarement médecins et les médecins sont encore plus rarement philosophes. Surtout à notre époque où ils sont tellement pressés. J'ai l'impression que le philosophe, il ne faut pas qu'il soit bousculé dans sa réflexion. Le médecin, aujourd'hui, avec les systèmes, le système contemporain de la médecine, il est toujours bousculé, il est pressé. Il n'y a pas le temps de causer avec son patient, par exemple. L'acte médical est avant tout un acte humain. Et un acte humain ne peut pas être fait à toute vitesse. La vitesse, c'est excellent dans l'ordre des moyens. Que le médecin aille très vite au chevet d'un malade, je le veux bien, c'est excellent. Mais qu'au chevet du malade, il regarde sa montre à chaque instant, ça ne va pas. Dès qu'un acte a un certain degré dans l'échelle des valeurs, il ne peut pas être fait vite. Quand deux amoureux sont ensemble, s'ils regardent leur montre à chaque moment, ce n'est plus de l'amour, que voulez-vous, s'ils regardent leur montre à tout moment. Et un curé qui dirait sa messe dans un temps record ne ferait pas un exploit, il ferait un sacrilège. Il y a toujours dans le domaine de la médecine, vous parlez à un certain endroit, je crois que c'est dans ce livre ici, L'équilibre et l'harmonie, de l'importance démesurée de la psychanalyse. Ah oui, alors je dois avouer que la psychanalyse m'a toujours hérissé considérablement. Non pas, il y a des observations de Freud qui sont, je crois, extrêmement valables. Du premier Freud, qui d'ailleurs reconnaissait lui-même que ses théories, ses observations plutôt, ne devaient pas être considérées comme valables au-delà du milieu viennois qu'il avait étudié lui-même et qui était sa clientèle habituelle. Mais peu à peu, alors, il a commencé à extrapoler de telle façon que la psychanalyse est devenue une espèce de métaphysique et presque une religion. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas sérieux, vous comprenez. C'est une grille qu'on applique sur les objets. On choisit soigneusement les objets de telle façon qu'ils collent a priori avec la grille. Le pansexualisme en particulier, c'est facile d'y mettre du sexuel partout, ou de ne voir que le côté sexuel dans les choses. On le trouvera toujours. Seulement, on en trouverait d'autres. Il y a d'autres grilles possibles, même en psychanalyse. Il y a la grille d'Adler, par exemple, la volonté de puissance, qui est aussi importante que le sexe. La grille de Jung, les archétypes. On en trouve d'autres. Frank, le grand psychiatre allemand, qui est américain maintenant, qui a perdu d'ailleurs dans un camp de concentration sa femme et ses enfants, s'est détaché du freudisme pour les mêmes raisons, et propose la logothérapie, en disant qu'il y a beaucoup de refoulements qui ne tiennent pas au sexe, mais qui tiennent au refoulement des instincts moraux de l'homme, qui sont aussi forts que les instincts sexuels. L'homme est décapité de son âme et souffre, il fait des complexes, il fait des névroses. Et il guérit de cela par la logothérapie, c'est-à-dire par le retour aux valeurs morales et spirituelles. Toutes les grilles finissent par coller. Je préfère les dernières d'ailleurs, car elles sont plus hautes. Les anciens pouvaient dire également, il y a une déesse de l'amour. S'il y a des phénomènes sexuels, il y a une déesse de l'amour. Bon. Or, il y a des phénomènes sexuels. Donc, il y a une déesse de l'amour, c'est Vénus. Eh bien, ce n'était pas plus vrai, mais dans tous les cas, c'était plus poétique. Je préfère. Encore là, vous vous en prenez au système qui prétend avoir la clé de tout. Mais évidemment, oui. C'est même puéril. C'est même puéril. Et puis ensuite, n'est-ce pas, cette psychologie des bas-fonds n'est pas la psychologie des profondeurs, comme elle prétend l'être. Je mets plus qu'une nuance entre la profondeur et les bas-fonds. Vous vous en prenez également à l'inflation intellectuelle dont nous serions tous victimes actuellement. Eh bien, écoutez, je dois vous dire qu'une expérience que je fais tous les jours, c'est celle-ci. On dit que je dis beaucoup de mal du monde moderne. Eh bien, voyez-vous, je reçois des journaux, je reçois des livres, des revues. Évidemment, j'y trouve beaucoup de redites, beaucoup de sottises quelquefois, mais j'y trouve aussi beaucoup de choses remarquables. Des choses qui mériteraient d'être lues, d'être relues et d'être méditées
et que ce n'est pas le temps de lire et de relire, que je suis obligé de rejeter dans le néant, dans l'oubli, de ventiler, comme nous disions tout à l'heure, eh bien, c'est infiniment regrettable. Oui. Nous n'avons que très peu de textes des anciens, et nous le regrettons beaucoup, mais des modernes, nous avons trop de textes. Burko avait fait une analyse dernièrement dans les bibliothèques. Il avait essayé d'établir combien de fois certains livres techniques, quelquefois remarquables, étaient demandés. Il est arrivé à cette conclusion que 50% des livres, des thèses qui étaient dans les bibliothèques n'avaient été demandés par personne, n'avaient eu que leur auteur pour lecteur. 25% par une personne et 25% par deux pour personne au plus. Alors, que diriez-vous d'une usine qui jetterait au rebut 50% de sa production? En somme, on publie trop. On n'a pas le temps de tout lire ce qu'on publie. Mais, incontestablement, l'inflation est effarante. On souhaiterait, je le disais, je crois, quelque chose d'analogue à l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, qui détruirait la plupart des textes, à condition que ce soit un incendie intelligent, eh bien, qui préserve les meilleurs et qui détruise les autres. Oui. Qui oserait faire le choix? Est-ce que vous accepteriez de faire le choix, vous? Non, certainement. Non. Avec une équipe, peut-être. Avec une équipe Avec une de gens équipe. qui ne sont pas nécessairement tous d'accord avec vous. Ah ben absolument pas, absolument pas. D'ailleurs, ce serait alors la même chose. Vous vous en prenez aussi à l'idolâtrie de la jeunesse. Ça, c'est un autre signe de notre époque, de notre Oui. temps. Eh bien, je crois qu'être jeune n'est ni en mal ni en bien, c'est un fait. C'est une situation chronologique par laquelle tout le monde passe et qu'il n'y a pas à idolâtrer. Et je crois que d'ailleurs l'idolâtrie de la jeunesse, c'est mauvais, surtout pour la jeunesse. Car si la jeunesse est le bien suprême, eh bien les jeunes ne peuvent s'attendre qu'à une chose, à perdre ce bien suprême d'année en année, ce qui est infiniment regrettable. C'est la promotion à l'envers pour eux alors. Donc ce n'est aucune idolâtrie des autres âges de la vie. L'important, c'est de bien les remplir. Quand on me dit, par exemple, quelquefois que je suis bien conservé, ça ne me flatte pas du tout. D'abord parce que je ne suis pas sûr que ce soit vrai, et ensuite parce que je n'aspire pas à me conserver comme une conserve quelconque, n'est-ce pas? C'est très mauvais. J'aspire à m'accomplir, certainement. Vous tenez à vous transformer sans cesse. À me transformer sans cesse et à mourir vivant, et différent de ce que j'étais autrefois. Sinon, si c'est simplement pour se conserver, comme le thon se conserve dans une boîte ou les cornichons dans le vinaigre, eh bien, je n'aspire pas à cela. Mais quand vous dites à mourir vivant, vous avez une expression là qui peut faire réfléchir. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Eh bien, Vous voulez mourir vivant. Mourir vivant, c'est-à-dire mourir en pleine conscience, avec le maximum d'attention aux êtres et aux choses, et avec le maximum de consentement à la mort. Et Rilke a écrit de très belles choses là-dessus. Seigneur donne à chacun sa propre mort, la mort née de sa propre vie. Quand Rilke a été malade, il n'a pas voulu qu'on lui dise le nom de sa maladie. Il a dit, il n'y a pas de technique là-dedans, c'est ma mort qui vient. C'est beaucoup trop solennel pour lui donner un nom. Est-ce que ça veut dire ça que vous n'êtes pas d'accord avec cette pratique qui est très courante actuellement, du moins dans le monde occidental, de tenir en vie avec des moyens artificiels, des grands malades, des gens qui de toute façon vont mourir si on les débranche? Cela me paraît absolument criminel. C'est le péché opposé au péché de suicide. Le péché de suicide consiste à raccourcir le temps de vie qui nous est donné par la nature et par Dieu, et prolonger la vie indéfiniment. Eh bien, c'est allonger cette vie indûment et artificiellement. C'est criminel. Chacun doit savoir mourir à temps, vouloir mourir à temps. Alors étirer ces vies qui ne sont plus des vies, qui sont un état intermédiaire entre la vie et la mort, qui ne participent au fond ni de l'un ni de l'autre, ni de la plénitude de la vie, ni de l'énigme de la mort. C'est criminel, je ne vois pas d'autre mot. Vous avez dit, dans le processus de maturation de ma pensée, la part du mystère l'emporte de plus en plus sur la part de connaissance claire. On pourrait interpréter ça de la façon suivante. On pourrait dire, ce monsieur, plus il pense, plus il réfléchit, logiquement, moins il comprend. Et incontestablement. Mais plus je sens une espèce de mystère, une espèce de vent derrière le voile est de plus en plus épais, mais je sens ce voile soulevé par une présence mystérieuse qui ne se révèle pas. Je pourrais dire le mot dans mystique, Dieu nous confie son secret sans nous le révéler. On sent que c'est là, mais on ne peut pas savoir ce que c'est. Il y a un apologue oriental qui est vraiment admirable, où les disciples d'un sage lui demandent, comme il va mourir, s'il entrevoit ce qui est derrière la mort. Ils étaient très appâtés, croyant. Alors il dit, que sais-tu, que vois-tu? Alors il a répondu, autrefois, je croyais savoir. Demain, je saurai, maintenant, je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire, ça, que c'est tout à fait inutile d'être un philosophe? Est-ce que ça veut dire que c'est tout à fait inutile d'essayer de voir clair avec sa raison pendant toute sa vie, votre vie qui est assez longue, à venir jusqu'à maintenant,
quand vous nous dites, vous nous affirmez que plus vous réfléchissez, moins vous comprenez. Est-ce que c'est pas là nous désespérer? Ah non, ce n'est absolument pas désespérant. La vraie culture est un approfondissement de l'ignorance. Pascal l'a déjà dit, le vrai savant rejoint l'ignorant. Seulement le vrai savant sait pourquoi il est ignorant. Et ceci est très important. Approfondissement de l'ignorance, Socrate disait, et c'est le père de la philosophie, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais cela, il le sait bien, n'est-ce pas? Avec un pressentiment du mystère qui est là, qui nous cerne, qui nous enveloppe et qui nous attire. Heureusement d'ailleurs, car si dans cette vie nous pouvions cerner l'ensemble du réel, à quoi servirait de mourir tout de même? Mais vous connaissez sûrement des gens qui ne possèdent pas votre foi religieuse, par exemple, parce qu'on arrive toujours là, avec la mort, avec le voile qui va se lever, et la découverte de Dieu à vos yeux. Vous connaissez sûrement des philosophes qui sont athées, ou qui sont agnostiques, ou qui n'y croient pas, ou qui doutent beaucoup. Comment peuvent-ils supporter cette chose? Eh bien, je vous dirais que c'est un mystère pour moi. Pascal avait déjà répondu à cela. Cette indifférence, cette ignorance dans une chose qui concerne la totalité de leur être, je ne la comprends pas. Elle m'épouvante. C'est un monstre pour moi. Mais il y a ceux qui vous disent, quand je serai mort, je retournerai là où j'étais avant de naître, c'est-à-dire que je n'y serai plus. Oui, comme Cocteau qui disait, quand on lui demandait s'il avait peur de mourir, il a répondu, je n'avais l'habitude avant de naître. Ben oui, bon, alors... Eh bien, c'est bien certain. Eh bien, j'avoue que je ne comprends pas, car je ne partage pas cet état d'âme. Je ne dirais pas que ce sont des opinions, c'est un état d'âme. Pour moi, ça doit être tragique, parce que dès l'instant, notez bien, dès l'instant qu'on a aimé, par exemple, qu'on a aimé un être, qu'on a aimé plusieurs êtres, la pensée de la mort me paraît insupportable. Il y a là une exigence d'éternité, indéracinable. Et si vraiment cela est frustré, ce n'est pas la peine de vivre. Là, je répondrai bonnement le mot de Hugo. Si l'âme n'est pas immortelle, Dieu n'est pas un honnête homme. Puisqu'il a mis en nous cet appétit d'immortalité. Alors, ça veut dire que, au fond, tout converge, si vous reprenez votre vie depuis les débuts, avec votre longue réflexion de philosophe, tout converge vers ce voile qui va se lever un jour. Absolument tout. Tout est là, notez bien que je suis agnostique aussi. Agnostique dans ce sens que j'avoue ne pas savoir. Et si je savais, je n'aurais pas à croire. Je crois. Je fais confiance au mystère. Au fond, je crois que c'est Browning qui disait que tout ce qui est digne d'être prouvé ne peut être ni prouvé ni infirmé. Par exemple, l'existence de l'immortalité de l'âme. On ne peut pas le prouver, mais on ne peut pas prouver le contraire non plus. On n'a pas été voir. Donc vous êtes en attente? Je suis en attente, et puis je me tiens, comme disait Unamuno, puisqu'on ne peut pas prouver ni infirmer, tiens-toi dans la partie la plus ensoleillée du doute. Merci, monsieur Gustave Thibon.